10h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 26 avril 2023. Les deux parlementaires français en mission au Niger ont visité ce mercredi la base aérienne française. Ils étaient accompagnés par leurs homologues nigériens et l'ambassadeur de France au Niger. Une visite qui a permis à la délégation d'être édifiée sur le partenariat sécuritaire entre le Niger et la France. Arieta Sala, chez Boudisso. La première étape de cette visite à la base aérienne 101 a conduit les parlementaires français et nigériens accompagnés par l'ambassadeur de France au Niger au service de santé. Un service qui permet la prise en charge rapide des soldats français et même nigériens blessés sur les champs des opérations. Après, un avion de chasse et un drone ont reçu la visite de cette délégation des parlementaires. Ces deux appareils permettent d'appuyer les troupes au sol, des appareils qui ont des effets de dissuasion. Le détachement aérocombat a aussi été visité. Il dispose de 8 hélicoptères, dont 4 de transport et 4 de reconnaissance et d'attaque. Enfin, la visite sur la base aérienne 101 s'est bouclée par la présentation du régiment de Bourgogne et la visite de son garage mécanique. Partout où les parlementaires français et nigériens ont passé, ils ont reçu d'amples explications sur le mode de fonctionnement et le mode opératoire de chaque unité. Michel Perron, présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Niger, Thomas Gassiou, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale française, le vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, Kalla Hankouraou, le président de la Commission Défense et Sécurité, Issa Moukaila, et le vice-président du groupe d'amitié Niger-France, Maïna Maman, n'ont pas hésité de poser des questions d'éclaircissement. Les réponses données par les responsables des différentes unités de la base aérienne ont permis d'éclairer la lanterne de ces parlementaires. La base aérienne 101 de Niamey, la base française. Il y a 2 jours, nous sommes avec une délégation de la République française composée de présidents de la Commission de la Défense et des Forces armées françaises et du président ou de la présidente du groupe d'amitié Niger-France qui sont venus spécialement pour voir leurs éléments projetés dans le Sahel. C'est dans ce cadre que nous avons visité à les accompagner et ce faisant, nous les avons suivis pour visiter les bases. Après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a entendu, il y a beaucoup de doutes qui ont quitté nos esprits. C'est-à-dire, nous avons quelquefois des appréhensions quant à l'intervention de l'aviation française sur les théâtres d'opération ou même de l'armée française sur les théâtres d'opération. Des explications données, il ressort que les pilotes rencontrent beaucoup de difficultés. Difficultés dues en partie par la présence de groupes d'autodéfense non déclarés comme terroristes, difficulté par rapport à la vue qu'un drone peut avoir d'un homme sur la terre et difficulté à prendre la décision eux-mêmes pour dire que tel regroupement sont des djihadistes. Nous, députés élus nationaux, nous avons le devoir d'expliquer à la population le résultat atteint là, d'être satisfait de ça en attendant mieux. Ça a été vraiment édifiant et ça nous a permis de voir clairement le partenariat qui existe, partenariat militaire entre nos forces de défense et de sécurité et les forces françaises. Cette visite, ça permet quand même nous en tant qu'élus de voir la mission, la vraie mission donc de ces forces de défense et de sécurité dans notre pays et aussi porter les messages au niveau de la population compte tenu de différentes polémiques qui tournent autour de la présence des forces françaises militaires au Niger. Quand même, je pense que ce qu'il faut noter de cette visite, quand même, il y a un partenariat gagnant-gagnant donc, qui est là au niveau donc, de la coopération militaire avec le Niger. La base aérienne dispose du génie aéronautique qui permet la construction des aires aéronautiques et des parkings et une unité de sapeurs-pompiers de capacité importante pour la base.
Ouverture des travaux d'une conférence régionale sur le journalisme d'investigation et la lutte contre la corruption en Afrique. C'était ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey. L'initiative est de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme, l'investigation en Afrique de l'Ouest, CNOZO, en collaboration avec la Halcia sous l'appui de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Hamza Sakou, Ibrahim Abdou, pour les détails. Réunir les membres de la CNOZO, les représentants d'institutions nationales anticorruption et les acteurs de la société civile ouest-africaine afin de jeter les bases de partenariat pour une prise en compte des publications des journalistes d'investigation d'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Tel est l'objectif général assigné à cette conférence régionale sur le journalisme d'investigation et la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. Cette conférence se veut un espace de dialogue, de partage d'expériences et de réflexion collective sur l'assainissement de la gestion des ressources publiques pour un développement inclusif et durable en Afrique de l'Ouest. Je voudrais encore réitérer mon engagement à renforcer la lutte contre la corruption et la concussion des agents de l'État, le détournement des deniers publics, les pratiques de surfacturation dans l'exécution des marchés publics, les fraudes et les injustices dans l'organisation des examens et concours ou dans le recrutement des agents de l'État et des sociétés publiques, avait déclaré le président de la République, M. Mohamed Bazoum, dans son message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. La corruption est un frein au développement socio-économique, comme l'a indiqué le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'ouverture de la conférence de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, en décembre 2021 en Égypte, lorsqu'il disait, je cite, « La lutte contre la corruption est essentielle pour protéger les droits humains et promouvoir la responsabilité démocratique. C'est une étape importante vers un développement inclusif et durable. » Fin de citation. Cette affirmation des patrons des Nations Unies résume la lutte que mène la CNOZO depuis sa création. Protéger les droits humains et promouvoir la responsabilité démocratique. En saluant l'initiative, la coordinatrice nationale de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime souligne la place qu'elle occupe dans l'évolution du journalisme d'investigation. Je salue vivement cette initiative et suis extrêmement heureuse que Niamey et le Niger accueillent cette importante conférence. Une coopération régionale plus accrue nous permettra d'identifier les meilleures pratiques existantes dans la région, mais également au-delà, tout comme les écueils à éviter, de partager vos expériences respectives et de permettre l'essor du journalisme d'investigation dans les pays qui nous entourent. Pour la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, la lutte contre ce fléau est loin d'être l'apanage d'une seule institution. Cette vision de la corruption semble être bien comprise et partagée par la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, au point où elle a décidé de briser le tabou au sujet du phénomène de la corruption à travers l'organisation d'un atelier d'échange sur la thématique. Cette action, qui traduit un engagement clair et affiché du CNOZO dans la lutte contre la corruption, a été hautement et positivement appréciée par la Halcia. C'est un partenaire assez stratégique du fait de ses membres constituent les principaux lanceurs d'alerte et dénonciateurs des actes de corruption. Dans son allocution d'ouverture, le représentant du ministre de la Justice a exhorté les participants à cette conférence de 3 jours à plus d'assiduité afin que les travaux puissent aboutir à une mobilisation renforcée des différents acteurs autour des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Parlons d'énergie électrique dont la fourniture se pose avec acuité ces temps au Niger, plus particulièrement à Niamey, la capitale. Une situation qui amène les consommateurs à chercher d'autres alternatives, notamment l'utilisation des panneaux solaires pour pallier le problème des coupures intempestives. Le reportage est de Ismaël Momouni Moussa. L'électricité, une denrée à laquelle la population nigérienne et celle de Niamey en particulier ne peut pas s'en passer dans la vie quotidienne, notamment dans les activités commerciales. Ces coupures de la Nigérienne d'électricité, loin d'être résolues, ont obligé les consommateurs à faire recours à l'énergie solaire. De plus en plus, la population
s'orientent vers les plaques solaires plus économiques et plus pratiques. Dans un pays comme le Niger, où le soleil nous alimente 366 jours sur 366 et que nous maîtrisons la technique de domption de l'énergie solaire, donc un pays comme le Niger qui a cette potentialité, si nous nous branchons à cette énergie, ça aurait pu nous permettre non seulement d'arriver à une maîtrise totale de l'énergie pour toutes nos consommations, mais aussi ça aurait pu nous permettre de faire des grandes économies. À l'instant même où nous sommes en train de faire ce reportage, le courant peut couper. Donc, vous avez vu, nous on a connu cette période, mais moi je n'ai pas souffert, ni moi ni ma famille, parce que j'ai fait les installations solaires très tôt. Et pendant que les gens ont les nuisances solaires ou l'obscurité chez eux, dès qu'il y a coupure, chez moi, il y a la lumière. La recrudescence des coupures ont occasionné la multiplication des points de vente des panneaux solaires à la grande satisfaction des vendeurs. En moyenne, je peux dire que peut-être une vingtaine comme ça. Il y en a aussi qui appellent, parce que nous faisons aussi de la publicité. Donc les gens nous appellent même de l'extérieur pour nous demander des conseils ou bien par exemple pour demander les prix de nos différents produits. Parce que à part même les panneaux solaires en fait qui servent à faire des kits, nous avons aussi certains gadgets pour par exemple charger des téléphones portables, avoir 2 ou 3 ampoules, des ventilateurs aussi qui fonctionnent grâce à une alimentation solaire, n'est-ce pas, et d'autres appareils aussi que les gens utilisent. Face à la capacité de la Nigélec de satisfaire le besoin de la population en électricité, les autorités doivent opter pour une politique nationale d'indépendance énergétique en faisant recours à l'énergie solaire et même éolienne. Le téléphone portable, au-delà de rapprocher les uns et les autres à travers leur communication, se veut aussi un outil de travail pour certains. Mais force est de constater de nos jours que nombreux sont les usagers qui l'utilisent à longueur de journée pour des jeux. Le constat est signé Hamza Sakou. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette citation trouve bien sa place dans ce contexte où on constate que beaucoup de jeunes perdent leur temps à manipuler les téléphones, non pas pour des recherches ou autres avantages, mais plutôt pour des jeux. Les jeunes un peu partout, si vous les voyez, ils donnaient plus de temps à leur téléphone qu'avec ceux avec qui ils sont en train de causer. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Souvent ils sont connectés, mais pour la plupart du temps, ils passent leur temps à jouer. Cela est sans nul doute une perte de temps. Si vous le voyez, parce que le temps que la personne va consacrer à jouer pouvait lui permettre de faire autre chose. C'est une véritable perte de temps que ces jeunes sont en train de faire. De nos jours, les appareils ont quasiment remplacé la famille, pour parler comme les sociologues. Au lieu de s'occuper entre eux, ils vont essayer de voir. C'est-à-dire chacun va se concentrer sur son appareil en train de jouer ou en train de faire Facebook, WhatsApp. Parfois même, les gens ils perdent leur amitié à cause de ça. Des jeux inutiles. Et certains perdent même leur académie. Parce qu'en étant en salle de cours, ils jouent. Ils regardent des vidéos en salle de cours. Ils ne s'occupent pas de ce qui les amène à l'école. Donc du coup, ça a une répercussion sur leur avenir. C'est une perte de temps. Du moment où on est parti à l'école pour étudier, et on n'a pas toute la journée à l'école, on a que quelques heures qu'on passe à l'école. Au lieu de rester, de garder ton appareil dans ta poche et aller, comment on appelle, après l'école, tu continues de jouer. En salle, tu joues, même à la maison. Il y a beaucoup des élèves qui échouent à cause des jeux vidéo. Parce qu'ils ne s'occupent pas plus de leurs académies, ils ne se soucient plus de leurs académies, mais ils s'occupent seulement, en quelque sorte, de leurs appareils. Cet appareil peut être utilisé sous plusieurs angles.
ce qui pousse ces jeunes à conseiller leurs amis à l'utiliser à des fins utiles. L'appel que je lance à l'égard de nos jeunes frères et sœurs, c'est de vraiment d'avoir l'appareil, mais de savoir comment l'utiliser. Nous les conseillons de cesser ou de diminuer parce que, comme j'ai eu à le dire tantôt, le temps qu'ils sont en train de perdre, en train de manipuler les téléphones, en train de jouer, pouvait leur permettre de s'exercer, surtout si ce sont des jeunes qui ont été à l'école, ça peut leur permettre de s'exercer, ça peut leur permettre de faire des recherches. Le téléphone était mal nécessaire, alors indispensable dans la vie courante. Notre rubrique hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Le juriste et également président de Raza Presse, Emmanuel Alfred, va nous édifier sur le thème la répression des crimes de guerre. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème sur la répression des crimes de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par répression? Alors, le terme répression désigne généralement l'adoption des dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires nécessaires pour prévenir et sanctionner les violations de droits. Vous savez, en période de conflit armé, les différentes parties au conflit violent souvent les lois et coutumes de la guerre, ce qu'on appelle les crimes de guerre. Le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, organise de la façon dont le conflit doit se mener. À défaut d'interdire la guerre, le droit international humanitaire intervient pour l'humaniser en créant des garde-fous. Voilà comment la guerre doit se faire, voilà qui il faut toucher, voilà qui il ne faut pas toucher, les biens qu'on doit toucher, les biens qu'on ne doit pas toucher. C'est une façon d'humaniser la guerre. Mais force est de constater que sur le théâtre des hostilités ou sur le champ de bataille, les parties au conflit sont appelées souvent à violer les règles du droit international humanitaire. C'est pourquoi les conventions de Genève ont prévu des mécanismes de répression. Vous avez l'adoption du statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale, qui prévoit un certain nombre d'infractions, qui prévoit la répression des crimes de guerre et qui peuvent être poursuivis au niveau de certaines juridictions. Donc, s'agissant, comme je l'ai dit, de la répression, elle désigne cette volonté, elle désigne cet ensemble de textes ou de dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires en vue de prévenir ou de sanctionner les violations de ces règles garantissant ou organisant la guerre. Alors, s'agissant cette fois-ci de la notion de crime de guerre, il s'agit des infractions graves ou de violations graves contre le droit international humanitaire. Différents crimes contre l'humanité ou crimes de génocide qui sont des violations contre les droits de l'homme peuvent être commis par les parties sur le théâtre des hostilités. Ces crimes qui sont commis dans ce contexte-là, dans le contexte de conflit armé, sont soit dirigés contre des personnes ou des biens qui sont protégés par le droit international humanitaire. Les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et le protocole additionnel cité tantôt, interdisent par exemple de toucher les lieux de culte. Les lieux de culte par vocation sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Les écoles, les hôpitaux sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Donc vous voyez qu'en prenant pour cible les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les canaux d'eau, etc., là, la partie à l'origine de ces violations-là commet ce qu'on appelle les crimes de guerre. C'est un crime de guerre, puisque c'est des biens protégés. Alors, ces crimes sont dirigés vers des individus ou vers des biens. Quand vous touchez, par exemple, des populations civiles qui ne prennent pas part au conflit, vous commettez des crimes de guerre, puisque les conventions en droit international humanitaire ont interdit de s'en prendre
aux personnes qui ne participent pas. C'est pourquoi, par définition, le droit international humanitaire, c'est cet ensemble de règles qui a pour vocation de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui, avant participé, mais ont cessé de participer au conflit. La deuxième composante, c'est que ces violations peuvent être dirigées contre des biens tels que les écoles, tels que les hôpitaux, tels que les canaux d'eau et tout ce qui est vital à la survie des populations. Il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à l'État dans ce contexte. Mais vous pouvez constater que parmi ces crimes, on a les crimes contre l'humanité, on a les crimes de génocide, par exemple l'intention de tuer à grande échelle, le meurtre, le génocide de toute une partie de la population. C'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis, c'est des génocides, des crimes de génocide. Donc ces crimes sont de la compétence des juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, par exemple. Donc je disais qu'il y a des obligations qui incombent aux États, puisque ce sont les États qui sont partis aux conventions de Genève, qui garantissent la protection des populations civiles ou qui décrivent les lois et les coutumes de la guerre. La première obligation, donc l'État doit se doter d'une législation nationale qui interdise et qui réprime les infractions graves, soit en adoptant une loi distincte à cet effet, soit en amendant des lois existantes. Déjà, comme nous l'avons dit, au Niger, par exemple, l'État du Niger est parti aux conventions de Genève. Ouais. Donc, l'État a cette obligation, soit d'adopter des lois nouvelles allant dans ce sens, ou bien d'harmoniser les anciennes législations dans ce sens. La deuxième obligation qui incombe à l'État, c'est de rechercher et poursuivre les responsables présumés d'infractions graves au droit international humanitaire. Il doit les déférer devant ces tribunaux ou les extrader pour qu'ils soient jugés devant un autre État. Souvent en cas de manque de volonté politique, puisqu'il peut arriver des cas dans certains pays ou dans certains États qu'il n'y ait pas cette volonté politique de pouvoir poursuivre les auteurs des violations. Donc c'est en ce sens que la Cour pénale internationale peut se substituer aux juridictions nationales pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces infractions. La troisième obligation qui incombe à l'État, c'est qu'il doit se charger, ou bien qu'il doit charger, disons, ses commandants militaires de cesser et de prendre des mesures à l'encontre des personnes placées sous leur autorité qui se rendent coupables de telles infractions. L'État doit encore donner plus attirer plus l'attention des commandants militaires afin qu'ils contrôlent ou bien qu'ils attirent l'attention des hommes sur le terrain pour qu'ils puissent respecter et faire respecter ces lois et coutumes de la guerre. Quatrièmement, l'obligation qui incombe à l'État, c'est les États doivent s'accorder à travers une entrade judiciaire dans toute procédure relative à des infractions graves et à la coopération bilatérale en matière judiciaire. Les États doivent coopérer afin de pouvoir s'entraider et que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples d'infractions graves aux conventions de Genève. Vous avez, par exemple, le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Vous avez les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur les discriminations raciales qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre des monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Le fait de priver une personne protégée par les conventions de Genève ou par le protocole additionnel 1 de son droit d'être jugé régulièrement ou impartialement. Vous voyez, donc il s'agit ici d'autant d'infractions. Par exemple, le fait de soumettre également une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou tout autre signe protecteur reconnu. Le transfert par la puissance occupante d'une partie de la population civile dans le territoire ou la déportation, etc. Donc, en fait, le fait déjà de transférer une partie de la population sous protection dans un autre territoire, surtout la population civile,
le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Donc, ici, il s'agit d'autant de violations du droit international humanitaire que les parties peuvent commettre. Maintenant, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que quand ces violations sont commises, il revient soit, comme je l'ai dit tantôt, à l'État de poursuivre les auteurs, et s'il n'y a pas cette volonté politique de l'État, il revient effectivement à la Cour pénale internationale, à travers le statut de Rome, de poursuivre les auteurs. Mais les États aussi, entre eux, ont cette coopération ou cette entraide judiciaire afin de pouvoir s'entraider mutuellement et de poursuivre les auteurs des différentes violations. Malheureusement, on constate un peu partout sur le champ de bataille, sur le théâtre des opérations, les violations graves du droit international humanitaire. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons, à travers le Razapresse DIHDH, qui est cette organisation que nous dirigeons depuis 2014, qui œuvre dans la diffusion du droit international humanitaire. Nous avons des actions de sensibilisation, nous avons des actions de formation dans le sens de former non seulement les forces de défense et de sécurité dans la maîtrise du droit international humanitaire, des ateliers de renforcement de capacité des FDS, mais aussi les populations civiles de manière générale, afin qu'elles comprennent le droit international humanitaire. Et cela, c'est dans l'optique de prévenir. C'est ça la prévention. Mais sur le théâtre, parce qu'une fois que le message est passé, la formation, la sensibilisation est faite, nous pensons que sur le théâtre des hostilités, eh bien, les parties au conflit vont intégrer la dimension du droit international humanitaire et cela va aider à réduire considérablement la violation des droits des parties sur le théâtre des hostilités. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la répression des infractions et crimes de guerre.